Si vous voulez, on va parler maintenant des parcours de vie avec la table ronde qui va être animée par Frédéric. Donc avec Alpha Oumar, tu vas approcher, Sylvia et Claude. Claude, t'es là, voilà. Voilà, et Fred qui va animer donc cette table ronde qui permet de mettre en avant différents parcours de vie malgré la maladie. Tiens, c'est bleu. Vous en carré. On avait déjà fait cette initiative l'année dernière d'interroger des adhérents sur leur parcours de vie et comment est-ce qu'ils avaient pu surmonter les difficultés qui avaient été les leurs pour se lancer dans de l'engagement. Donc on avait eu des histoires singulières l'année dernière. On s'est dit ça avait bien marché, les gens avaient bien aimé. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on renouvelle cette expérience. Et donc on voulait en discuter avec trois nouveaux adhérents, mais avec trois adhérents à nouveau qui nous parlent de leur parcours de vie. Donc Alpha Oumar, donc a un parcours assez singulier puisqu'il est guinéen et qu'il est arrivé en France pour se faire traiter pour Saint-Cyr-en-Gomiély. Alors il va nous raconter comment ça s'est passé. Claude Personeni, qui lui aussi a un profil très singulier et parce que il a décidé de surmonter cette maladie en marchant beaucoup et en racontant ses aventures et aussi pour en faire bénéficier l'association. Il nous racontera comment ça se passe. Et puis Sylvia, que certains connaissent sans doute un peu plus puisqu'elle est dans le bureau de l'association et déléguée régionale, qui elle va nous raconter justement cet engagement associatif et ce qu'elle y cherche et ce qui la pousse à s'engager auprès d'APZ. Alors on va éviter d'avoir des grands monologues, donc chacun va parler un petit peu à la volée. Donc je voudrais juste vous poser à tous une même première question qui est comment vous avez appris que vous étiez malade, à quel âge, comment ça s'est passé, et puis comment vous avez réagi quand vous avez eu cette annonce. Claude, comme tu as le micro, tu peux commencer. Oui, bonjour à tous. Je fais partie d'APZ depuis une vingtaine d'années à peu près. J'ai cette maladie environ une bonne vingtaine d'années. Je travaillais à l'étranger et j'ai dû arrêter mon activité professionnelle. J'étais technicien forestier, donc dans la nature et tous les jours. Lorsque ça s'est déclaré, j'ai passé environ 2 mois à l'hôpital de Besançon. Et à Besançon, ils n'ont pas ciblé ma maladie, en fait. J'ai dû aller sur Paris, à Clichy, voir un professeur. Et ça a duré 3 minutes, en fait. Et 3 minutes. Impossible de reprendre mon travail. Donc, au lieu de rester chez moi et rester devant la télévision, je me suis dit, je vais essayer de récupérer moi-même. Je ne pouvais plus marcher, bien sûr. J'ai récupéré les jambes, le bras droit, le bras gauche, je n'ai pas pu le récupérer. Alors, je me suis mis simplement à la randonnée, à marcher. Et à l'heure actuelle, je suis devenu addict. Et en fait, en 13 ans, je viens de parcourir environ 56 000 km à pied à travers l'Europe. Et là, en fait, je suis en train de publier mon 15e ouvrage. Voilà. Donc, l'association APZ m'apporte beaucoup. Je fais énormément de communication dans les salons du livre. Je parcours toute la France pour les salons du livre. Je suis bénévole, j'ai déjà écrit, mais je suis bénévole en fait. Et je fais 21 salons du livre en France. Voilà. Donc, c'est un travail à temps plein, mais c'est le plaisir de partager et de rencontrer également. J'ai eu la chance que Mado m'a invité aujourd'hui. Elle a programmé ça vraiment en avance et j'ai pu être là ce week-end, en fait, tout simplement. Voilà déjà mon parcours, une partie de mon parcours. Merci. Oumar, toi, je rappelle, tu viens de Guinée. Et comme les gens peuvent le voir, tu es assez jeune et d'autre part en fauteuil. Donc ça a été un parcours vraiment très compliqué. Oui. Comment ça se passe pour toi? Comment tu apprends la maladie et comment tu réagis à cette annonce?
Oui, et comme il vient de dire, moi c'est Alpha Omar, je viens de la Guinée, je suis arrivé en France en 2021. Je peux dire au départ, c'était un peu compliqué pour moi parce que vivre d'une douleur, une maladie dont tu ne connais pas déjà c'est quoi la cause et tu ne connais même pas c'est quoi la maladie au pays, c'était un peu compliqué en Guinée. Mais du coup, derrière, il y avait un main tendu. Et les personnes qui ont cru en moi, qui m'ont écouté, qui ont répondu à mes appels pour venir en France afin de pouvoir me faire soigner. C'est arrivé en France en 2022, après les diagnostics qui ont été posés par les médecins. Et j'ai découvert que je souffre de la chikungunya. Mais je ne me suis pas arrêté là. Donc, j'ai commencé à rechercher sur l'Internet, un peu partout, les journaux, c'est quoi la chikungunya, une maladie rare. Et paf, j'ai tombé sur le site des APZ. Je n'ai pas tardé, j'ai fouillé beaucoup, j'ai contacté la présidente qui m'a invité aujourd'hui ici. Je la remercie beaucoup, et en tout cas d'être parmi vous pour raconter un peu mon parcours. Comme je disais, à l'origine, je suis ingénieur agroéconomiste. Et une situation qui m'est tombée juste à la fin de mon cursus universitaire. C'était vraiment compliqué pour moi d'accepter. Mais du coup, quand j'ai pu contacter Madame la Présidente au téléphone, j'ai intégré directement le groupe d'échange. Et ce groupe d'échange m'a beaucoup aidé de sortir de mes zones de confort. Et puis, c'est comme ça. Et pour le moment, je ne peux pas raconter tout. Je vais me limiter peut-être. Il y a d'autres questions qui viendront. Il y a d'autres questions Merci après. beaucoup. Sylvia, même question. Comment est-ce que toi comment tu apprends? Donc toi, c'est une formation de Carrie, par contre. J'ai les deux. En fait, j'ai un Carrie, une syringomyélie. Comment est-ce que tu faire. apprends ça? Comment tu réagis à cette annonce? En fait, moi, j'ai eu des premiers symptômes à l'adolescence. Donc, en fait, j'ai une scoliose qui a été diagnostiquée. C'était soi-disant parce que je faisais beaucoup trop de gymnastique à l'époque, parce que j'étais une très grande sportive. Bon an, mal an, en fait, ma vie a continué jusqu'à la vie adulte avec des symptômes plus ou moins divers et variés, mais non associés. Donc, j'avais des diagnostics plus ou moins contradictoires, mais sans diagnostic réel. Jusqu'au jour où j'ai eu une perte de la sensibilité de tout mon côté gauche. Donc là, j'ai été hospitalisée en urgence. Donc, on m'a passé un scanner. Et on m'a dit, en fait, vous faites un AIT probablement. Je suis rentrée chez moi. Et puis, en fait, la même année, j'avais fait une chute dans ma baignoire. Et j'avais tapé, en fait, au niveau des cervicales sur la robinetterie. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu y rester. Et en fait, on m'a dit, on va passer une IRM. Donc, il y a eu 3-4 mois qui se sont écoulés. Il y a l'IRM, on m'a dit, ah oui, il y a bien quelque chose, mais c'est pas grave, et il n'y a rien à faire. Donc, je suis restée comme ça. Et puis, un jour, on m'a rappelé, on m'a dit, non, finalement, vous allez voir un neurochirurgien. Et je pense que j'étais dans le déni, donc je me suis dit, bon, la boucle est bouclée, on va me dire qu'il n'y a rien, puisque de toute façon, c'était dans ma tête et que j'étais en dépression. Et puis, en fait, non. Donc là, on m'a dit, il faut enlever ça, ça, ça. Là, j'ai dit, ah oui, c'est pas la même histoire. Donc, ça a été un peu le choc, beaucoup de solitude. Puis après, le parcours a commencé de la prise en charge. Tu vas peut-être continuer justement sur cette histoire de prise en charge. Parce que toi, tu as connu quand même on peut dire une errance médicale assez longue. Ouais. Et puis, une fois pris en charge aussi, ça a été très très long pour toi pour retrouver une vie un peu normale. Donc, si tu veux nous parler de ça. En fait, j'ai vu 4 neurochirurgiens. Parce que je me disais que quitte à laisser ma tête à quelqu'un, il fallait quand même que je sois sûre de qui pourrait y entrer. Et donc j'ai été opérée en 2014, en juin, par le professeur Parker à Bicêtre. Et je pense que naïvement, je croyais que ma vie allait reprendre le cours normal au bout de 4 mois, sauf que ça a mis 2 ans et demi. Je suis restée en arrêt pendant 2 ans et demi. J'ai repris en 2016 en mi-temps thérapeutique. Je suis toujours en mi-temps thérapeutique. Et donc voilà, la convalescence a été assez longue, rééducation en bassin, reprise de la marche, l'écriture, tout ce qui va avec. Et puis en 2015, j'ai assisté à la première réunion régionale à Paris d'APZ. Mado venait d'être élue présidente. Et à la fin de la réunion, en fait, elle a fait un appel en disant qu'elle recherchait des bénévoles en tant que déléguée régionale. Et en fait, on m'avait tendu la main et on m'avait aussi aidé beaucoup. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir rendre à mon tour l'appareil et de tendre la main. Et donc, je me suis proposée en tant que déléguée régionale Centre-Val de Loire
En 2019, je suis devenue secrétaire. Après, j'ai intégré l'équipe des écoutants. Et là, je viens de faire la formation d'éducation thérapeutique du patient. Donc voilà. Merci. Donc Claude, qui nous a tout raconté d'un coup, mais c'est pas grave, on va y revenir plus en profondeur. Exactement, exactement. Donc toi, après le diagnostic, donc, tu t'es dit, puisqu'on m'a interdit de bouger, je vais bouger, globalement. Exact. Exact. Et donc le premier voyage, c'est Compostelle? Alors Compostelle, en fait, Compostelle, je l'ai fait 4 fois en entier, par 4 chemins différents. Donc la première fois, c'est en partant du Jura, où j'habite, bien sûr. La deuxième fois, j'ai fait la Via de la Plata, si vous connaissez, c'est la route de l'argent. Je suis parti du détroit de Gibraltar et j'ai fait l'Espagne du sud au nord. Une petite rando de 1640 km. La troisième fois, j'ai fait le Camino portugais, qui est un chemin qui est particulier, mais qui est bien pour les randonneurs. Et en fait, au lieu de partir de Lisbonne, je suis parti de Faro, le bas du Portugal, en fait, pour arriver à Santiago et bien sûr au Cap Finistère. La quatrième fois, je suis parti du Mont-Saint-Michel, à pied, bien sûr. J'ai traversé la France, j'ai pris la voie des Plantagenets, si vous connaissez, de Tours à Angers. Et de Angers, je suis descendu à pied sur Bordeaux. Bordeaux, pour en fin de compte faire le Camino del Norte, c'est le chemin du nord espagnol, du côté côte, qui est très technique, qui est très difficile. Les douleurs étaient toujours là, mais lorsqu'on marche, on arrive à oublier. Donc, c'est les paysages, c'est les rencontres. Voilà, ça, on met ça de côté et on continue à marcher. J'ai fait d'autres voyages, un voyage qui a duré 92 jours, 3 mois. Je suis parti du Jura, où j'habite, du Haut-Jura, et j'ai fait le tour de l'Italie à pied. Et en fait, en traversant la Suisse, le col du Grand Saint-Bernard, bien sûr, qui est très technique, enneigé, bien sûr, descendre sur Aoste, si vous connaissez un peu de l'Italie, bien sûr, et descendre direction Rome. Et en fait, comme j'aime énormément marcher, avant Rome, j'ai contourné Rome et je suis descendu à pied par la province des Pouilles pour descendre jusqu'à Bari, mer Adriatique, si vous connaissez, bien sûr, toujours à pied. Je suis parti sur Taranto. Je suis parti, oui, bien sûr, et tout en bas. Et en fait, je suis parti après, j'ai fait Pompéi, à pied, bien sûr, j'ai visité le site. Et après, je suis monté au Vésuve. Le Vésuve, il faut le faire à pied. Je crois qu'actuellement, on ne peut plus le faire à pied parce qu'il est protégé et tout. Et après le Vésuve, je suis parti sur Naples. Naples-Rome, ma dernière étape. Mais comme j'en avais pas assez, j'ai appelé mon épouse et je lui ai dit, écoute, je ne vais pas prendre le train, je ne vais pas prendre l'avion, je vais rentrer à pied dans mon Jura. Alors, il me restait environ encore 1000 km pour rentrer. En fait, c'est 3800 km en 92 jours. En kilométrage, ce n'est pas une compétition. Et en fait, c'est comme si je faisais un marathon par jour pendant 92 jours. Voilà, on n'a pas besoin de faire les JO, je peux vous le dire, voilà, tout simplement. Et j'ai fait d'autres petits chemins aussi, très très courts en entraînement. Le chemin de Stevenson, et si vous connaissez bien sûr, qui est très court, très court. Et un autre chemin qui est parallèle, le chemin de Urbain 5, si vous connaissez aussi. C'est Nasbinal-Avignon, la route des Papes. Voilà. Et j'ai plein de projets, bien sûr. Certainement, l'année prochaine, j'ai 2 chemins qui me tiennent à cœur. Le Camino de Madrid, qui est court pour moi, 950 km. Et là, je vais certainement, je suis presque sûr en fait, faire le chemin des douaniers, le GR34 si vous connaissez. Et en fait, on part du Mont-Saint-Michel et on descend jusqu'à Saint-Nazaire. C'est 2000 km en continu. Ah, pas de souci, je m'arrêterai. Voilà, j'ai plein de projets. Donc, à chaque voyage, un livre. Voilà, je suis en auto-édition en fait. Là, il faut gérer, voilà, c'est beaucoup de travail. Alors, en fait, lorsqu'on randonne, qu'on fait la grande randonnée comme ça, je ne réserve pas. Je pars à l'aventure le matin, je ne sais pas où je vais dormir en fait. Je dors chez l'habitant, auberge de jeunesse et tout. Alors, ma dernière rando, l'année passée en fait, j'ai fait la GTMC. C'est la grande traversée du Massif central qui est balisée pour les vététistes. Et là, je l'ai fait à pied. Je suis parti du département de Lyon, à Vallon, pour terminer au Cap d'Agde. Et avec les variantes, bien sûr, je fais énormément de variantes. C'est 1415 km environ et 30 000 mètres de dénivelé. Donc, je vous explique même pas les douleurs et tout, les ampoules, plein de choses. Mais voilà, on a tout compris et on a envie de marcher, de comprendre et de faire des rencontres, tout simplement. Voilà. On parlera peut-être un peu plus tard justement des livres. On va passer la parole à Alpha.
Donc Alpha, donc on a vu, tu as été diagnostiqué jeune et puis tu venais d'être diplômé avec. Et toi, tu as cherché à savoir ce que tu avais, tu as justement beaucoup communiqué pour essayer de comprendre ce que c'était et c'est ce qui t'a permis de faire des rencontres incroyables aussi. Oui, après les diagnostics, donc, la question était là et la décision avec mon médecin, est-ce qu'il faut passer à l'opération? Donc, il y a eu beaucoup de questionnaires dans ma tête. Après l'opération, est-ce que je peux tenir debout? Parce qu'avant, comme je tenais bien debout, c'était des questions qui étaient dans ma tête. Donc, à chaque fois, c'est des questions que je posais au médecin. Mais finalement, ils m'ont rassuré que ce n'est pas le fait d'être opéré que tu peux tenir debout. Donc, c'est comme ça que la décision est partie d'abord. Et après l'intervention, du coup, 3 mois après, quand j'ai obtenu ma carte de séjour, je me suis fait inscrire à France Travail. Donc, du coup, j'ai dit comment vivre avec. Donc, c'était une question en tant que jeune, et parce que ma trajectoire était déjà tracée et ma vie était claire. J'avais des objectifs, des missions. J'ai dit, ça ne peut pas s'arrêter ici. Mais j'ai continué. J'ai dit, c'est possible encore, c'est peut-être que ça va changer. C'est un peu compliqué vivre avec la douleur, la fatigabilité et sortir encore. Mais j'ai continué à partir vers les associations, à participer à des ateliers. Et ça m'a permis de sortir chez moi. Et comme ça, j'ai pris la décision pour un premier temps de faire un bilan de compétences. Et j'ai fait un bilan de compétences pour analyser qu'est-ce que je pourrais faire, même malgré avec la maladie, la douleur. Et après le bilan de compétences, j'ai choisi de me former en comptabilité en tant qu'assistant comptable, dont j'ai obtenu au mois d'août dernier, mois d'août 2025, mon titre professionnel assistant comptable. Et je ne me suis pas limité là-bas. J'ai dit il faut aller sur le terrain, voir les réalités. Et j'ai commencé par lycée Colbert à l'intendance. J'ai fait mon premier stage là-bas. Et à la suite de ça, j'ai fait encore une formation au CNFPT. C'est le Centre national de la fonction publique territoriale. Et j'ai fait 3 jours de formation pour connaître l'environnement territorial. Après cette formation, je me suis orienté vers la mairie. J'ai fait un stage d'immersion à la mairie. Et je viens de terminer encore mon stage au CDZ 69. Et tout ça là, parce que j'avais le projet. Le projet, c'est de travailler et contribuer et continuer à communiquer et à raconter mon histoire. Donc, c'était un peu ça. Oui, parce que Alpha est sur Lyon. C'est un peu une célébrité locale au sens où les portraits dans la presse locale, dans Le Progrès. Oui, effectivement. Tu contribues à faire connaître, en racontant ton histoire, à faire connaître aussi la maladie. Oui, je suis sur Lyon 3e. Dès mon arrivée déjà en France, j'étais à Lyon 5e. Il y a eu un premier article qui est paru sur moi, sur Le Progrès de Lyon. Quand vous cliquez Alpha sur Le Progrès de Lyon, vous allez voir mon histoire. J'ai commencé par le foyer. Du foyer, donc on m'a orienté d'abord des Irlandes à Franceville. De Franceville, et quand j'ai obtenu ma carte de séjour, j'ai fait la demande de logement social accompagné par mon assistant social. Et quand j'ai obtenu le logement, même le jour de l'inauguration, il y avait le président de la métropole, le maire de la métropole, ils étaient tous présents ce jour-là avec moi dans mon appartement. Et vraiment, ça s'est bien passé. Il y a encore un autre article encore sur moi, sur Le Progrès de Lyon, et parlant un peu de mon parcours et comment je suis arrivé là. Comme j'ai dit, aujourd'hui, si je continue encore à raconter mon histoire, ce n'est pas pour moi seul, mais c'est pour toutes ces personnes qui sont derrière moi, qui ont tendu la main, et que ce soit l'association et tant d'autres personnes, les Guinéens, les Français, un peu partout dans le monde, donc, et les personnes qui ont cru à moi, qui ont pu regarder un peu mon histoire. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment, je suis fier de moi et je suis vraiment content pour toutes ces personnes. Je profite déjà de remercier ces personnes qui ont cru en moi, qui m'ont accompagné, et surtout l'expertise des médecins français aussi. Mais aussi le groupe d'échange, ça m'a beaucoup aidé. Le groupe d'échange, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au départ, vous savez, cette maladie, il y a derrière le problème d'intimité, qu'on n'en parle pas. Mais dans le groupe d'échange, vous cherchez à échanger entre vous et ça vous donne une porte d'ouverture, savoir où il faut aller, où il faut taper la porte. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais le groupe d'échange, merci beaucoup pour ça, oui, de m'avoir accepté dans l'assaut. Donc, oui. On va peut-être continuer avec Sylvia. Donc Sylvia, on t'avait laissé
donc à la fin de ton parcours médical et pour rentrer dans le parcours associatif, où on voit que tu fais beaucoup de choses. La question, c'est tout simple, c'est quoi ton moteur? Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches dans cet engagement et qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, différentes choses. D'abord, rompre la solitude. Je sais ô combien c'est difficile au quotidien. Et que même si on est bien entouré, que les personnes qui sont autour de nous sont pleines de bonne volonté, malheureusement, il faut passer par un parcours pour savoir ce que coûte ce parcours. Et en fait, mon objectif premier, c'est de rompre la solitude. Donc j'ai intégré pour ça aussi en fait l'écoute. Et puis dire qu'on n'est jamais seul, même si on se sent seul. Qu'il y a toujours une main tendue ou une oreille qui est attentive. Mon objectif, c'est aussi de parler d'apaiser. Donc en fait, j'active tout mon réseau pour soulever des fonds autant que je peux pour qu'on puisse réaliser les projets de Mado, que Mado a plein de projets en tête. Et voilà. Et on se dit toujours que parfois les fonds qu'on lève sont peut-être pas suffisants, mais 1 euro plus 1 euro, en fait, ça permet de faire d'énormes projets et qu'il n'y a pas de petits dons et que chacun à sa manière, on peut tous participer, contribuer et que même si c'est pas financier, prendre un engagement, simplement parler de qui on est, parce qu'on n'est pas qu'une maladie en fait. Contrairement à ce qu'on peut être assimilé. En fait, ça fait partie de nous et on apprend à vivre avec, mais on est des personnes à part entière avant tout. Et c'est aussi le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Tu m'as donné une super transition pour Claude, puisque Claude, donc déjà vous avez compris que vous pouvez sortir vos applis Marche, vous pouvez pas il a gagné. Exact. Mais la thérapie ne se fait pas que par la marche, elle se fait aussi par l'écriture, parce que en fait, dès la première marche, tu t'es dit je vais raconter mon histoire. Exact. Et l'autre transition, parce que peut-être qu'il n'osera pas le dire, quand Sylvia dit que 1 euro par 1 euro on fait avancer, Claude écrit son histoire quand il marche, mais ses livres, il les vend au profit d'Apaiser. Voilà. Et d'ailleurs, ils sont en vente dans la salle à côté, si vous le souhaitez. Et en fait, la communication, elle se fait facilement au dos de mon livre. Donc, verso, il y a l'association, en fait. Sur chaque livre, il y a le nom de l'association. C'est la meilleure communication que l'on peut faire. Et dans les salons du livre, les gens sont hyper intéressés, cherchent à savoir, et c'est ça. Et c'est ça le partage, tout simplement. Ça le partage, tout simplement. Et puis, en fait, là, on est tous des rescapés de la vie, bien sûr. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de me faire opérer à Lyon. Discrètement, j'ai eu un cancer et je suis là aujourd'hui. Voilà. Et je suis parti l'année passée marcher, faire 1450 km, en gros. Voilà. Et malgré cela, voilà. Mais tout est possible. Tout est possible. Il suffit d'avoir envie. Voilà. Oui, juste pour revenir sur... Donc 50 000 et quelques kilomètres. Oui, 56 000, voire 56 plus. 000, pardon, 56 000 on les compte plus. Mais c'était plus au-delà de la thérapie par le mouvement, mais aussi la thérapie par l'écriture. Parce que dès ton premier voyage, en rentrant, tu t'es dit, j'ai pris plein de notes. Si je partageais ce que j'ai vécu. Exactement. On a tous les capacités d'écrire. Et lorsque je suis parti la première fois, le sac à dos de 50 litres, hyper lourd, et à l'intérieur, j'avais déposé un cahier, un crayon. Je prenais des notes tous les jours, en fait, tout simplement. Un journal. J'aime pas, je découvre, plein de choses comme ça. Et en fait, au retour, je me suis dit, je ferai certainement un livre. Il a 14 ans et je continue à en vendre pas mal. Dans le monde entier, en fait. Le plus loin, je l'ai expédié au Brésil. Et en fait, non traduit, bien sûr, mais je dépasse quand même les 8600 exemplaires donc déjà vendus. Voilà. Donc, je suis hyper content. C'est un gros budget à la base. Il faut fabriquer le livre, il faut le vendre, il faut le commercialiser. Il y a énormément de frais. Mais la communication, c'est hyper important pour apaiser parce que, voilà, je connais Mado depuis plusieurs années. Et ça fait que 3 fois déjà qu'on se voit. Mais bon, je pense souvent à vous et à l'association, tout simplement. Et je vais faire une petite parenthèse. Pendant le Covid, j'ai écrit 2 livres sur la sylvothérapie, sur les énergies, en fait. J'ai travaillé 35 ans dans le milieu forestier. Et dans ces 35 ans, j'ai travaillé 7 ans dans la chirurgie arboricole, la chirurgie des arbres, et tout simplement. Donc, je partage simplement une connaissance. Voilà.
Et j'ai écrit d'autres livres aussi un peu, voilà. Mais bon, là, c'est les principaux livres qui sont en vente, voilà. Et je n'ai pas de livres dans les librairies, simplement du fait qu'ils prennent 35%, voire plus. J'avais un dépôt en Suisse à Lausanne, ils prenaient 42%. Donc, on va éviter ce genre de choses. Et je vends presque tout par mon site Internet, et tout simplement. Voilà. Voilà pour les infos. Merci. J'ai une question à vous poser à chacun des trois, qui sera la même pour tout le monde, qui est à l'avenir. En fait, c'est quoi les projets maintenant et qu'est-ce qui vous anime maintenant pour la suite de ce parcours? Tu as le micro, continue. Alors, je vais continuer. Et comme je disais tout à l'heure, on est tous des rescapés de la vie. Et on s'aperçoit qu'à un certain âge, le chemin se raccourcit. Donc, j'ai envie de faire plein de choses. Je n'ai pas envie de prouver, j'ai envie de faire plein de choses et laisser une trace. Par mes livres, j'ai laissé une trace. Et en fait, mes livres, je laisse une trace déjà à la première base, à la bibliothèque de Paris, qui sont protégés à Paris là-bas. Donc c'est quand même une trace, tout simplement. Voilà. Et je vais continuer à voyager et partager surtout. Voilà. Merci. Alpha, quand on s'est été eu il n'y a pas si longtemps, tu venais de commencer un nouveau travail. Comment ça se passe? Comment tu te projettes dans l'avenir? Oui, le travail, je suis rassuré aujourd'hui. J'ai le projet qui est bien tracé. Je dirais oui, mon projet c'est de travailler, partager et raconter mon histoire, si cela peut aider. Je dirais toujours j'ai une question, est-ce que j'ai ma place? Mais je dirais oui, même si oui, en fauteuil, même si malade, je continuerai toujours. Donc c'est ça, merci. Merci. Sylvia, je sais que tu vas te laisser la lourde charge de conclure. Donc tu nous disais que tu travaillais donc pour devenir patiente experte, ou que tu venais d'être... De faire la formation d'ETP. Donc mon objectif, en fait, c'est de continuer à aider, à accompagner en tout cas au mieux les patients pour briser donc déjà l'isolement. Et pour, en fait, l'ETP, l'objectif, c'est de mieux vivre avec sa pathologie. Donc c'est accompagner en fait dans ce projet... voilà, de progression, de le vivre avec, et le mieux possible, parce que la médecine a fait beaucoup, mais c'est pas le seul acteur. En fait, on peut aussi être acteur, et on se doit d'être acteur aussi au quotidien pour mieux vivre avec notre pathologie, en fait. Donc voilà, tout est possible. Merci.